Hein, on a un tempo très réglé, puisqu'on a 45 minutes par table ronde, ce qui est très injuste, c'est d'une injustice totale, parce que c'est impossible de rendre compte, évidemment, dans toute sa épaisseur, sa légitimité de ce qui est votre travail, mais on va essayer, et je vous remercie d'ailleurs tous les artistes participants d'avoir accepté la règle du jeu, de faire bref, hein, bien évidemment, ce qui est toujours très, très frustrant. Alors, je voudrais dire un mot mémoire et devenir. Hein, ce thème, hein, c'est se focaliser sur le littoral comme forme héritée, comme un lieu qui condense des histoires, une historicité, ce qu'on pourrait appeler des récits, comme on dit maintenant. Hein, on parle du récit national, bon, on va parler du récit littoral, hein, d'une certaine façon, ou des récits littoraux de la vie humaine et de l'organisation. Alors, à chaque fois, voilà... Cécile, je vous tends un micro. Voilà, n'ayez pas peur, hein, donc il fonctionne. Donc, on a à chaque fois un petit film. Si vous voulez bien, je vais commencer par le projeter. Donc, Cécile Barani, pour faire court, a travaillé dans le Midi méditerranéen, donc à Roquebrune, hein, dans un périmètre que connaissent bien les amateurs de la Côte d'Azur, de Le Corbusier, par exemple, hein, ici, qui vous a particulièrement inspiré. Et je crois que très vite, en regardant le film, on va comprendre de quoi il retourne. Tout ceci se passe au Cap Moderne. Alors, je vous laisse la parole. Peut-être voulez-vous donc dire de quoi il s'agit. On a un matériau fétiche ici, qui est le liège qui est qui vient du chêne liège, qui est un arbre méditerranéen, comme vous savez d'ailleurs, qui est un arbre qui naît après l'incendie des grands arbres, hein, qui est un arbre un peu de la misère, on pourrait dire, mais avec un matériau, le liège, qui a des particularité extrême. Bon, il est flottant d'abord, et puis il a la capacité d'être hydrofuge, c'est-à-dire de résister à l'eau. Alors, qu'est-ce que vous avez cherché à faire ici, dans un cadre, ce qu'on pourrait appeler, du point de vue des pratiques, d'éco-design, hein, d'une certaine façon, une sorte de design écologique ? Oui, alors ce que je voulais faire par rapport à ce site, alors déjà c'est un site que j'ai choisi de base pour le projet. Je voulais vraiment faire un projet pour le Cap Moderne. C'est un site qui regroupe le cabanon de Le Corbusier, les unités de camping, la villa E1027 et l'étoile de mer. Et la particularité de ces lieux, c'est qu'ils sont tournés vers la nature et surtout vers la mer. Ce que je voulais à travers Monde Nouveau, c'était d'inverser ce regard et de proposer de regarder le site depuis la mer vers la terre. Et comme on voit sur les images là, j'ai proposé un mobilier modulable qui puisse à la fois être sur terre et en mer et qui puisse se moduler pour qu'on puisse être à plusieurs ou seul sur ce mobilier. Comme vous le disiez, j'ai choisi le liège parce que c'est un matériau qui est naturellement flottant. Qui fait aussi un peu écho à du mobilier que Hélène Gray avait dessiné pour la villa. Alors, qui était Hélène Gray, peut-être nous le rappeler. Oui, vous la connaissez bien, mais alors moi j'ai oublié qui c'était, par exemple. Vous voyez. La villa E1027, elle a été dessinée par Hélène Gray, qui était architecte et designer, et avec son mari Jean Badovici. Alors, à quelle époque ? En 1920 à peu près. Ils ont construit cette maison et en fait le but de cette maison, c'était d'être dans un lieu qui est complètement en connexion avec la nature. Donc il y avait aussi le cabanon de Le Corbusier à côté et les unités de camping, et c'est vraiment quelque chose, et on le ressent quand on est sur site, qui est totalement en connexion, c'est-à-dire que le vent circule dans la maison, il y a des cadrages sur la vue de la baie de Roquebrune-Cap-Martin, donc c'est vrai que c'est un lieu un peu hors du temps, et c'est ce que j'aimais aussi dans ce lieu-là, c'est que après le Covid, c'est vrai qu'on s'est retrouvé un peu reconcentré sur nous-mêmes, un peu enfermé chez nous, et ce site, c'est quelque chose, bien que la maison soit pas très grande, qui est ouverte vers l'immensité de cette baie, et je voulais en quelque sorte lui rendre hommage avec ce mobilier et conserver cette modularité que Hélène Gray affectionnait particulièrement, parce que tout a une double fonction dans ses usages, et je trouvais ça intéressant de faire un mobilier qui soit vraiment spécifique au lieu, d'où l'intérêt d'avoir choisi un site dès le départ. Avec le cordage aussi, c'est intéressant. Oui. Le cordage bleu, alors que chacun aura reconnu, c'est du cordage maritime, on pourrait dire. C'est ça, ça a été totalement, c'est un cordage pour les bateaux.
Et c'était un petit clin d'œil aussi à la Villa Hélène Gray qui rappelle un peu justement ce bateau avec ses toiles tendues. Donc tout est vraiment lié. Donc il y avait ce liège, les cordages et le bois qui créait les fixations entre ces modules flottants. Alors évidemment, il s'agit d'une création unique, d'une certaine façon, en tout cas telle que vous l'avez conçue, mais est-ce que vous avez dans l'idée éventuellement de la dispenser plus largement? Est-ce que vous avez téléphoné chez Vitra, par exemple, qui vous a proposé de considérables contrats en disant on va industrialiser vos modules de liège ou pas? Ou est-ce qu'on est condamné finalement à rêver un jour de pouvoir flotter sur ces barrières de liège? Pour l'instant, il n'y a pas eu de suite à ce projet. C'est vrai qu'il a été conçu spécialement pour cet endroit-là et c'est surtout un prototype, il faut le rappeler, parce qu'il y a eu très peu de temps. Le premier projet, c'était un radeau qui était prévu sur la mer face au site. Donc c'est vrai que ça a beaucoup évolué, on en parlait tout à l'heure aussi. Il y a une première idée qui est un peu une idée utopique et puis progressivement, avec toutes les contraintes qu'on peut avoir sur un projet avec Monde Nouveau, le Conservatoire du Littoral et les centres du Monument nationaux, parce que c'est vrai que moi j'avais la double casquette avec ce site-là qui est pas sur tous les lieux. Donc ça a évolué vers ce mobilier-là et c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas de suite. J'aimerais bien, mais conserver aussi quand même le côté un peu particulier et pas le rendre totalement industriel. Je voudrais peut-être que ce soit quelques pièces, mais qu'il n'y ait pas ce côté trop grosse industrie. Alors juste une petite question, quel rapport vous entretenez avec la sculpture ici, puisque finalement on peut dire que ces unités de design au fond sont aussi des sculptures? Ça devient sculpturel parce que je voulais pas rentrer dans je voulais aller à l'essentiel. Je voulais vraiment capter le matériau. Je voulais pas le dénaturer, donc je voulais qu'on ait l'essence de ce matériau qui est travaillé du coup en blocs compressés. Et je voulais pas rajouter trop d'éléments. La Villa Hélène Gray, bon, elle a énormément de détails, mais elle reste quand même simple. Le cabanon aussi. Donc je voulais garder cette idée un peu qui rappelle aussi le projet initial qui était le radeau. Donc c'est des rondins de bois qui sont assemblés. C'était un peu le principe là. La dernière question que je vous poserai, c'est sur la douceur. Il y a une sorte de qualité douce ici. Le Corbusier, la modernité, il y a 100 ans, aimait bien les angles, elle aimait bien les formes agressives aussi. D'une certaine manière, c'était sa raison d'être, hein, de crever en quelque sorte l'outre ou l'enveloppe du vieux monde. Or, vous, au contraire, il semble que ce soit plus la douceur qui vous inspire. Alors, c'est un peu. C'est peut-être un cliché, hein, ce que je dis. Non, parce que c'est vrai que d'habitude, je ne travaille pas du tout dans les formes rondes, mais là, pour le coup, c'est un mobilier qui est quand même en rapport avec le corps. Donc, il fallait qu'il y ait quand même qu'on puisse accueillir le corps humain sur cette surface-là et qui ondule aussi avec les vagues. Donc, le carré assemblé n'ondule pas. Donc, ces arrondis ont permis aussi d'avoir cette double utilisation, donc sur terre et sur mer. Très bien, écoutez, merci. Vous voyez, ça va très vite, trop vite. Oui, vous auriez pu nous en parler pendant des heures, mais non. Estelle nous attend, donc déjà. Donc si vous pouvez lui passer... Bon, moi je vous applaudis, merci. Voilà, c'est bien. Voilà. Alors, Estelle, merci beaucoup. Voilà, Estelle Coppolani, donc vous avez choisi de nous parler de la Réunion, donc le caillou de la France dans l'océan Indien, comme vous le savez, donc haut et bas de l'Ouest réunionnais. Vous, c'est un travail absolument différent. Comme vous le remarquez, il y a la question de cette mémoire qui était évidemment convoquée ici, mais il y en a une autre ici qui est convoquée, c'est la mémoire d'un lieu très particulier, d'une France particulière, qui est la Réunion. Ici, à partir donc de laquelle vous allez travailler en tant qu'insulaire, et en particulier avec certaines populations, avec certaines mémoires, avec un souci identitaire très, très orienté, on pourrait dire, vers l'origine, vers la question du rapport profond au lieu, la question évidemment de l'Asie, la présence asiatique qui vous donc motive beaucoup. Voilà, donc vous travaillez sur les héritages réunionnais, et un projet qui s'appelle la Vallée Secrète. Qu'est-ce que c'est que la Vallée Secrète? Est-ce que c'est un lieu dans l'île de la Réunion? Qu'est-ce que c'est au départ? La Vallée Secrète, en fait, c'est un titre que j'emprunte à un site archéologique qui a été fouillé par Anne-Laure Dijoux,
C'est une archéologue qui a fait un travail avec ses équipes autour d'une dizaine de lieux qui sont des sites de marronnage, donc à l'intérieur de l'île, dans les... Alors, peut-être nous rappeler qui étaient les marrons, parce qu'on ne le sait peut-être pas. Certains. Oui, les marrons. Qu'est-ce que le marronnage? Qu'est-ce que sont les marrons, justement? Alors, le marronnage, c'est la pratique de fuite à La Réunion, spécifiquement dans les hauteurs de l'île, à l'intérieur. Donc, on a, on va dire, les littoraux sur lesquels les populations vivent, et puis on a une érosion et un relief très montagneux qui a créé ce qu'on appelle les cirques et les remparts. Et donc on a 3 cirques montagneux à l'intérieur desquels il est très difficile de cheminer ou de construire. Et donc les plantations étaient situées sur les mi-hauteurs ou sur les littoraux. Et les esclaves qui prenaient la fuite marronnaient. Donc on a notamment à l'intérieur de ces 3 cirques montagneux une mémoire même étymologique, enfin les toponymes sont principalement d'étymologie malgache et rappellent l'habitation de ces lieux par des marrons et des marronnes qui ont recréé des sociétés qui ont été étudiées notamment par Prosper Eve, un historien, et qui reconstituaient des chefferies ou des royaumes. C'est-à-dire que l'intérieur de l'île est appelé, on appelle ça le royaume de l'intérieur, tant étaient nombreuses les communautés de marrons et de marronnes. Donc la vallée secrète, c'est le nom d'un site à Sillaos. Et j'ai choisi d'emprunter le nom de ce site pour ce projet-là, parce que ce qui m'intéressait, c'était le rapport entre le visible et l'invisible. C'est-à-dire que ces mémoires marronnes sont très présentes dans l'imaginaire réunionnais. On a des légendes, enfin de toute façon les noms même des Pitons d'Anchin, Simandef, sont des noms qui se rapportent à des héros ou des héroïnes, et ce sont des légendes qui sont connues de la population. Mais quand on arrive à La Réunion et qu'on regarde un petit peu autour de nous, on a très peu d'indications. En dehors en fait de cette culture orale là, on n'a rien qui témoigne de ça. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'avais choisi d'emprunter ce titre, c'était pour me confronter à cette scission entre cet écrit invisible et cette présence orale qui en fait continue d'être très diffusée, notamment dans les communautés qui m'intéressent, et en particulier dans les communautés indo-descendantes. Alors, les images que vous nous avez proposées, alors je dois le dire pour l'Assemblée, ne le prenez pas mal, sont pas absolument significatives du travail que vous avez fait, parce que c'est un travail littéraire aussi, la réalisation ultime étant un livre, si j'ai bien compris, un ouvrage d'inspiration, on dirait aujourd'hui décoloniale, hein, d'une certaine façon, dans lequel vous donnez trois objectifs, en quelque sorte, au lecteur. Naviguer, d'une part, naviguer dans ce monde très particulier de l'ancien marronnage, interroger, donc, et notamment interroger la question de la résistance, savoir si, par exemple, la colonisation a gommé les identités locales, sachant que la Réunion est un cas particulier, comme vous le savez, puisque c'est une île, quand elle a été découverte, elle était vide d'humains. Donc c'est une colonisation complexe, d'une certaine façon, nourrie par des apports successifs de travailleurs, de gens notamment venant évidemment de l'arc du sous-continent indien et bien sûr toute la côte de Malabar, Madagascar, le sud de l'Afrique, l'Afrique australe. Et enfin, pour soigner, c'est un livre, vous avez cette volonté. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer le pourquoi des images que vous avez choisies aujourd'hui qui montrent une fête? Est-ce que c'est le Diwali? Est-ce que c'est une fête hindoue? De quoi s'agit-il exactement? Non, alors ça, ce sont des photos qui sont issues d'albums personnels. En fait, ce qui m'a amené à présenter ces photos, c'était qu'au cours de la création, j'ai appelé un certain nombre d'artistes pour confectionner le livre en question. C'est un travail collectif, oui, c'est j'insiste. Un travail collectif. Donc moi, j'étais à l'écriture, mais j'ai aussi fait participer différentes personnes. Et donc on a encore plus d'œuvres, mais comme le livre n'est pas encore édité et qu'on réfléchit encore à la conception du livre, j'avais pas envie de présenter les œuvres. C'est pour ça que j'ai préféré choisir cet album-là.
Aussi parce que le parcours du livre, ça a été au début la rencontre avec des historiens, des archéologues, et puis de plus en plus un resserrement autour des enjeux de récits intimes. Donc là, je me suis dit, et puis même dans la rédaction du livre, il y a eu cette idée de rassembler des choses finalement très personnelles, puisqu'à chaque fois qu'on s'intéressait à un site en particulier, on retombait souvent dans l'archive coloniale. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de traces écrites qui n'étaient pas depuis un regard blanc. C'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, la question des archives personnelles a été soulevée et que on a décidé d'aller chacune, plutôt puiser dans des fonds tout à fait personnels, puisqu'en fait, faire concurrence à l'archive coloniale est impossible autrement. Donc c'est pour ça que finalement, il y a eu une écriture qui s'est de plus en plus resserrée autour de, on pourrait dire, oui, d'une inspiration autobiographique. Alors d'un point de vue, on pourrait dire identitaire, est-ce que le programme Monde Nouveau, justement, vous paraît avoir permis une ouverture vers cette pensée d'une décolonialisation, d'une certaine façon, des récits locaux ? Est-ce que vous avez pu travailler librement ? Est-ce que ça vous a aidé, finalement ? Est-ce que ça a permis quelque chose ? Je dirais que oui, j'ai travaillé assez librement, heureusement, encore heureux. Non, mais fichtre. Vous savez, il y a des pressions mentales qui parfois n'ont pas besoin d'être agressives pour être efficaces. Hein. Mon Dieu, ça s'appelle le conditionnement. Hein. C'est une maladie intense, on pourrait dire, dans nos sociétés démocratiques y compris, vous le savez très bien. Voilà, donc je me permets de vous poser la question. Ne le prenez pas mal. Oui. Je connais bien la Réunion, j'y ai travaillé, donc je connais bien tous ces problèmes. Mais je vous le demande. Oui, non, j'allais dire que moi, je peux parler uniquement en mon nom. Je ne sais pas vraiment pour d'autres projets ou d'autres personnes, voilà, d'autres aussi collectifs d'artistes. C'est vrai que moi, j'ai choisi de travailler en plus avec des personnes que je connaissais déjà. Donc, il y avait aussi une relation de confiance et des pratiques qui étaient déjà identifiées au sein du territoire, ce qui fait que les personnes que les personnes desquelles j'ai pu me rapprocher en fait étaient des personnes que je connaissais souvent. À l'échelle d'un territoire insulaire, évidemment, c'est difficile de ne pas se rencontrer. Donc non, il y a eu plutôt une coopération, même si je dirais que l'enjeu peut-être l'enjeu le plus difficile, c'était que pour moi, ce travail-là, il a une certaine représentation plutôt dans les milieux scientifiques, dans les milieux universitaires. Et donc, on a une difficulté artistique qui est de s'emparer de ces récits sans devoir faire ce qui relève plutôt du travail de l'historien ou de l'anthropologue. Je dirais que c'est la partie peut-être la plus complexe, que ce soit pour les artistes visuels ou moi à l'écriture, c'est qu'il y a tout un contexte historique qui est méconnu ou qui a une complexité qui est propre au peuplement de la Réunion. Et je crois que ça, c'est l'enjeu le plus difficile quand on essaye de créer des récits qui ont une dimension extra-indiano-océanique, on va dire. Très bien. Écoutez, merci. Merci à vous. Je note que... Je note, et ce n'est pas évidemment innocent, qu'une grande partie de Monde Nouveau s'est attachée réellement à mettre l'accent sur les territoires d'outre-mer. C'est vrai que quoi qu'on pense de ce qu'on appelle, entre guillemets ou sans guillemets, le wokisme, hein, qui met l'accent en particulier sur la question de la réattribution identitaire, hein, qui aurait été négligée donc ces dernières décennies, y compris dans le cadre de la décolonisation officielle. On voit que ces questions qui sont posées par le wokisme sur le décolonial, en l'occurrence ici, sont légitimes. Il ne s'agit pas de valoriser cette tendance ou de la critiquer, c'est juste dire il y a un questionnement ici qui est mis en avant et je trouve intéressant que Monde Nouveau s'y soit donc accoquiné ou plutôt acculturé. Alors... c'est très différent. On parle de lieux, La Réunion, un lieu lointain, 10 000 km de la métropole, mais parfois des lieux très proches qu'on va visiter avec Stéphanie Roland ici, mais qui sont des lieux fantômes, des archipels fantômes. Alors vous avez travaillé donc en région près de Bordeaux, à l'île Nouvelle.
Votre projet s'appelle Archipel Fantôme, mais c'est quelque chose d'assez curieux. C'est une étude donc visuelle, hein, je pense, mais pas seulement, consacrée à des formes d'îles qui d'une certaine manière n'existent pas sur les cartes. Ou qu'est-ce qui leur est arrivé, voilà. Et pourquoi est-ce que vous vous intéressez à ces îles fantômes? Dans le même temps, je vais faire circuler je vais montrer vos documents, mais pouvez-vous nous expliquer déjà ce qu'il en est? Les îles fantômes. Ah voilà. Les îles fantômes, donc c'est des îles qui sont apparues sur les atlas, qui sont restées parfois pendant plusieurs siècles. Et puis on a découvert par la suite qu'elles étaient en fait fictives ou non existantes. Donc d'où le nom terra nullius, par exemple, comme on dit une res nullius en latin, res la chose qui ne vaut rien, qui n'est rien, donc la terra nullius, hein, la terre qui n'est rien. Sans souveraineté. Ouais. Et donc c'est tous ces territoires qui avaient des statuts entre réalité et fiction, entre existence et non-existence, sur lesquels j'avais déjà fait des recherches, mais ça m'a permis d'explorer à travers tout un travail multidisciplinaire entre film, édition. À la base, ce que je voulais faire, c'était explorer les modes de montage, parce que j'avais fait du montage de films, donc comme j'ai fait des films, et j'avais aussi fait des editings de livres, édité des livres d'artistes, et donc c'était comment utiliser ces codes que j'avais déjà utilisés d'un côté et de l'autre, comment travailler, échanger, jouer avec ces codes. Et puis le projet, il est, comme disait Bernard dans sa présentation, il est un peu sorti de son cadre, il a évolué aussi au fur et à mesure de sa pratique, de le faire. Et il y a également eu des formes autour du textile et des lentilles fantômes qui se sont créées également. C'est tout un corpus multidisciplinaire comme ça qui s'est créé, que je crée encore et qui continue dans le futur. Donc, à exister. Et ces îles, c'est assez fascinant parce que c'est des réservoirs de narration. Et comment aussi le monde occidental, il est un réservoir de fiction dans son fonctionnement, dans ses systèmes complexes, parce que les îles fantômes, il y en a certaines, les causes de ça, certaines c'était parfois des mirages, des illusions d'optique, mais c'est aussi parfois des explorateurs qui ont créé de toutes pièces, ils ont dessiné des îles fantômes pour avoir plus d'argent du gouvernement français ou des choses comme ça. Il y a des histoires pour justifier plus d'argent. Il avait appelé avec le nom du ministre français de l'époque et il disait bon, moi je vais continuer mon aventure dans les îles. Et donc c'est comment parfois il y a des copyright cartographiques, des cartes qui dessinent une île, et puis une autre compagnie de cartes redessine la même, et donc ça crée une existence de copyright. Donc, pour moi, ça relève de toute une série de mécanismes de création de fiction du monde occidental et aussi d'intérêt pour la cartographie, pour des cartographies imaginaires, mentales que j'ai de manière transversale dans pas mal de projets. Alors des cartographies insolites, des cartographies réparatrices aussi d'une certaine façon. Parce que moi je me suis demandé en regardant votre travail, qu'est-ce qui poussait une jeune femme d'aujourd'hui à s'intéresser finalement à des espaces qui sont ceux du vide, de l'abandon aussi, d'un certain mépris ou alors d'une instrumentalisation, comme vous le dites, géopolitique ou géo-identitaire, qui font que certaines communautés vont dire voilà, oui, c'est chez nous, ça existe, vous voyez, c'est comme si on se sert de ce territoire à des fins de profit. Donc qu'est-ce qui vous pousse, vous, à aller vers ces territoires-là? Que je pense qu'il y a beaucoup... déjà, il y a des îles... on a une impression d'exhaustivité avec Google Maps, etc. Je travaille beaucoup avec des satellites, des voyages virtuels dans des satellites, etc., des moyens contemporains de cartographier. Et on a une fausse impression que tout est cartographié. Or, il y a encore des choses qui nous sont inconnues, et malgré une fausse impression d'exhaustivité, de monde qui est connu en temps réel, il y a encore des espaces qui sont des espaces inconnus. Et ça aussi, ça m'intéressait d'explorer ça. Pourquoi c'est cela? Et il y a des phénomènes qui me semblent très contemporains par rapport à la post-vérité. Il y a beaucoup d'îles à l'apparition. Les fake news, alors en somme, post-vérité. C'est très lié aux fake news. Il y a beaucoup de. En fait, c'est un sujet qui a été relevé quand Internet
s'est regénéralisé. Il y a eu beaucoup de redécouvertes de ces nouvelles et ça a réactivé les actualités autour de ça et comment ça anime aussi. Les hoax, ça vient aussi d'histoires de bateaux, etc., de messages dans des bouteilles. Mais pour moi, c'est très contemporain par rapport à la post-vérité, la connexion de l'information, comme on peut l'observer aussi aux États-Unis. Alors, vous redonnez vie, en quelque sorte, une vie symbolique, une vie même territoriale, on pourrait dire physique, à des lieux qui, potentiellement vont vers l'évanescence cartographique. Et néanmoins, à partir de là, vous créez des installations qui leur donnent une sorte de majesté figurative et visuelle. On a pu les voir passer. Mais également, vous créez tout un univers d'écriture autour du ghostwriting, c'est-à-dire de l'écrit fantôme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, par exemple, dans cette installation, ce qu'est l'écrit fantôme que vous convoquez? Qui écrit quoi, pour dire quoi, par exemple? Ici, c'était aussi dans cette idée, c'est là où le projet aussi l'a touché. Je travaillais beaucoup sur l'édition, sur des livres d'artistes, et ça m'intéressait aussi en parallèle d'évoquer ce monde fantôme, un peu ce capital fantôme, et ces zones un peu, ces zones grises quoi, entre la vérité et la fiction. Et j'ai pu faire donc ce travail autour des ghostwriters. Donc c'est des écrivains qui écrivent pour d'autres de manière anonyme. Il y a un fameux film, je crois. Ghostwriters. Voilà, The Ghostwriter. Et du coup, j'ai contacté ces écrivains et je leur ai commandé des textes pour parler justement de cet envers du décor, de comment eux qui sont aussi comme ces territoires invisibilisés, des travailleurs invisibilisés, et quels étaient un peu les dessous. Ils avaient une carte blanche pour parler des dessous justement de ce travail qui est très peu connu et donc là ils étaient pleinement visibilisés. Ça a inversé leur représentation parce que par exemple pour une des expositions qui crée un peu qui rejoignait toutes ces pièces, qui crée un pont entre toutes ces pièces, cette exposition que j'avais fait notamment en Belgique. Et ils ont fait des performances, donc pour la première fois, c'est eux qui signaient leurs livres, un peu comme des auteurs de best-sellers. Ils signaient leurs livres, leur nom était sur le livre, et il y a eu tout un travail autour de ce volume de texte écrit pour l'autre, de tout ce travail invisibilisé aussi, qui a ouvert là-dessus. Et c'est dans le travail des éditions où, emporté par l'élan l'archipel fantôme, j'ai pu créer pas mal de choses. Avec tout le programme Nomeo, et j'étais encouragée à le faire aussi. Justement, je me méfiais d'un peu d'un côté commande public. J'avais vraiment envie de faire un travail qui me semblait respecter aussi mon processus créatif et les liens que je pouvais avoir, et qui, dans des expos monographiques, il y a ce pont entre toutes ces pièces, quoi, qui, je pense, représente plus mon travail que si j'avais fait une pure commande sur une pièce. Ici, c'est un peu un monde qui s'installe et qui finalement aussi a été... Du coup, ces îles, elles se sont reliées avec l'estuaire de la Gironde où j'ai travaillé, finalement, mais plus de manière naturelle. C'était pas envisagé dès le début. C'est en dialoguant avec le conservatoire que ces liens sont apparus. Merci. Alors là, je vais faire une citation. La fameuse phrase de Kandinsky, vous voyez, qui s'impose: l'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. On pourrait dire les choses. Voilà, merci. Merci pour cette proposition tout à fait singulière. Merci, je crois que vous voyez à quel point tout ça nous emmène vers quand même des formes de singularité notoires. Quand on parlait de diversité, clairement, on voit que le rapport au littoral est toujours quelque chose de très très particulier, très très individualisé. Et c'est ce qu'on va voir avec Frank Smith ici, donc je présentais rapidement tout à l'heure, poète, vidéaste, créateur de films, longtemps producteur radiophonique à France Culture, mais aussi, je crois, quelqu'un qui a une familiarité familiale avec un lieu situé le long de la Manche, dans le Pas-de-Calais, si mes souvenirs sont bons, qui s'appelle le Fort Vert, qui vous est présenté ici sur cette carte. En tout cas, le territoire du Fort Vert vous est présenté. Et alors, quand Franck, on lui a demandé donc de nous envoyer des documents, il nous a, évidemment, envoyé beaucoup de documents parce que c'est une œuvre complexe que celle qu'il a réalisée à partir du Fort Vert, mais pour vous, il a choisi uniquement de montrer cette carte, c'est-à-dire le lieu à proprement parler de ce qu'est ce périmètre, avant de lui laisser la parole, un périmètre très chargé en histoire, puisque, évidemment,
c'est une zone de contact entre la France et l'Angleterre, puis c'est une zone qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, va être évidemment fortement défendue par les Allemands dans le cadre du mur de l'Atlantique, par exemple, puis c'est une zone qui va connaître de multiples développements jusqu'à donc des moments catastrophiques, la question des migrations, des migrants qui viennent s'installer là, puis la décision de la protection, on pourrait dire, de ce site extraordinaire, donc le site du Fort Vert. Vous avez un lien familial, Franck, avec ce lieu, je crois. Ou je me trompe? Non, non, il est correct. Bon, ça va. Alors, on est au Fort Vert. Ce site est un espace naturel sensible, officiellement. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait ce qualificatif du sensible. Et donc, on est situé à l'est de Calais, dont on voit sur la gauche la zone limitrophe avec le port tout en haut, et puis en dessous une zone industrielle qui est essentiellement de l'industrie chimique, pétrochimique. Et le site donc court le long du littoral, il forme une sorte de rectangle, on pourrait dire, voilà, jusqu'à l'extrémité droite de la photographie. Alors, je me permets à partir de là, alors il faut dire un mot du travail de Frank Smith, c'est très très particulier. Il est vraiment quelqu'un, moi je trouve, dans le monde littéraire, notamment de la poésie, dans l'histoire de la poésie, c'est quelqu'un d'extrêmement important. On n'en prend pas toute la mesure encore aujourd'hui, mais on la prendra, je crois, dans les temps à venir. Rassure-toi, n'aie pas peur de l'oubli, du fait que le temps balaie tout. Pourquoi ? Parce que Frank Smith a développé un mode d'expression poétique pour parler du monde, pour parler des choses, des événements, tout à fait étonnant, qu'on pourrait appeler une sorte de poésie objectiviste. C'est-à-dire non pas de parler en donnant son point de vue, mais de faire parler les choses en recueillant les caractéristiques de ces choses. Alors, quand il s'agit d'un événement traumatique, par exemple, je sais pas, la guerre en Syrie, puisqu'on avait eu l'occasion de travailler tous les deux sur ces questions, eh bien, il va construire le texte à partir de rapports, vous voyez, de l'ONU, par exemple, des ONG, donc qui définissent très clairement quelle est la nature du problème, du contentieux, vous voyez, plutôt que de dire son sentiment de révolte ou de colère, par exemple. Bon, pour les lieux, c'est la même chose. Comment est-ce qu'on fait parler un lieu ? Et comment vous allez le faire parler ? C'était tout l'enjeu pour moi que de m'intéresser à ce lieu dont tu disais qu'il a été brassé de manière très endommagée par différentes strates historiques. Et encore, j'ai raccourci. Et tu as raccourci. Donc la dernière catastrophe en fait qu'aurait vécu ce site, c'est donc qu'il a servi. Et c'est un petit carré qui est situé cet endroit-ci. Voilà, c'est l'ex-jungle de Calais qui aura servi de base de campement pour jusqu'à 9000 migrants et qui a été démantelé en 2016. C'était à Sangatte alors Non, Sangatte est au sud. Là, on est contre... historiquement, il y a eu des campements de migrants à Sangatte, mais ça s'est déplacé jusque-là. Et donc tout l'enjeu était tu as cité Kandinsky, c'était effectivement de rendre visible ce lieu. Ce qui m'intéresse, c'est à travers l'acte de poésie, l'acte de vidéo, c'est de penser à ce que serait qu'un monde commun, qui est de manière régulière, endommagée, et un monde commun, il ne peut exister que si une vie de ce monde commun, c'est-à-dire un point de vue sur ce monde, le monde commun ne peut exister que s'il n'a pas été anéanti depuis une vie qu'il compose. Et donc c'est essayer de rendre visibles les vies possibles, les vies existantes de ce lieu, à la fois par l'écriture, par le son,
et par l'image. Voilà, alors j'insiste sur le fait que ici, ce n'est pas seulement une carte qui va donner lieu à des réflexions textuelles ou à de la documentation qui va être poétisée d'une certaine façon, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un ensemble, on pourrait presque dire, pluridisciplinaire d'expressions expressives qui passent par l'image, la photo, la vidéo, le film, l'Atlas des deux mers, par exemple, la documentation écrite, les témoignages de personnes, les acteurs qui viennent parler dans le cadre de ce qui va être une exposition, on va dire, formidablement fournie sur le plan documentaire, qui permet de donner quasiment, de dresser ce qu'on pourrait appeler le portrait d'un paysage, d'une certaine façon. Oui, un portrait vivant. Effectivement. Oui, c'est ça. C'était essayer de rendre compte à un moment donné de la pluralité de ce monde. Est-ce qu'il y a un cosmos fort vert, le site s'appelle le Fort Vert, est-ce qu'il y a une cosmogonie fort vert, et comment la faire vivre, et voilà, comment lui donner toute son existence, ses devenirs, sa parole. Et donc il y a eu une exposition présentée jusqu'au mois de mars au Musée des Beaux-Arts de Calais qui présentait 14 films, 4 installations vidéo. Il y a une installation sonore qui est pérenne, qui est disponible sur le site via des QR codes, puisque le long du site sont dessinés plusieurs chemins de randonnée. Et puis le 10 mars dernier, j'ai monté dans l'enceinte du musée une agora. Petite précision, l'ensemble du projet s'appelle l'Atlas des deux mers parce que pile au milieu, il y a un phare qui a toujours les pieds dans l'eau et qui marque la jonction entre la mer du Nord vers le nord et la Manche. Donc alors, une particularité de ce phare, je crois que c'est le premier phare métallique jamais construit, qui n'est plus un phare aujourd'hui, que juste un signe, une sorte de fanal même, qui a même été éteint, je crois, récemment. Voilà, il a été éteint en 2004, de mémoire, et il y a un projet de réhabilitation, de restauration et d'inscription aux monuments historiques. Alors, la table ronde, c'est mémoire et devenir. La mémoire, oui, vous en tenez compte. Le devenir, vous en parlez aussi, mais il y a un devenir intéressant, c'est celui qui est capté par le souci environnemental. Est-ce qu'il n'est pas en train de dévorer tout le reste, justement de jouer comme une anti-mémoire, pour reprendre un terme de Malraux, d'André Malraux? C'est tout l'enjeu. C'est devenu un parc naturel. Alors, c'est à terme, mais là, il faudrait laisser parler les héros du Conservatoire du littoral. Il y a ici le Arnaud Grave, qui est le délégué du Conservatoire dans la région et qui est responsable de ce site en particulier. L'idée, c'est à terme que ce site devienne une réserve naturelle, mais pour l'instant, les choses ne sont pas encore figées. Il y a des parcelles à acquérir. C'est très complexe. Il y a encore des propriétaires privés qui vivent sur les lieux. Et puis, il y a des tensions énormes, et des enjeux contradictoires et antagonistes entre une société de chasse qui compte 1500 membres et puis une station de bagage d'oiseaux qui est sur le site et la zone industrielle dont je parlais tout à l'heure, le port, etc. Donc c'est très complexe. Oui, c'est ce qui est intéressant dans l'approche de Franck Mies, justement, c'est de montrer cette multiplicité. Le réel n'est pas fait même en un seul lieu, d'une unicité, on pourrait dire, de l'activité humaine ou de l'occupation, mais bien évidemment du fait d'une immense stratigraphie historique et, qui a induit une présence de très longue date et donc des pratiques de la vie également très diversifiées. On est dans des milieux de concurrence territoriale réelle qui sont aussi des concurrences factuelles, des concurrences économiques, des concurrences symboliques aussi, hein. Et tout ça est extrêmement difficile. Il est difficile d'en témoigner, sauf peut-être à simplifier et à être caricaturaux. Voilà, merci Franck Smith pour cette présentation. Merci beaucoup. Et on ne va pas quitter l'univers du Nord, l'univers des dunes, avec Virginie. Donc Yassef, ici présente, dont je vais laisser circuler l'œuvre pendant qu'elle nous parle. Je me permets juste d'introduire. Je vais baisser un petit peu le son, même si on est toujours très attentif, évidemment, au bruit du vent de la mer du Nord. Nous sommes sur une dune ici, une dune du Nord français, qui est la dune de Wulf, hein, je crois. Oui.
Bonjour. Bonjour. Donc voilà, qui va d'une certaine manière vous attirer. On parlait de l'attraction tout à l'heure, du littoral, mais pas peut-être de la façon dont on aurait pu s'y attendre, parce que vous allez décider, certes, d'investiguer, comme on dit, de parcourir cette dune, de regarder ce qu'elle a de particulier, mais d'abord de le faire non pas seul, mais à plusieurs, de convoquer plusieurs artistes dans un travail de co-création. Donc, je ne sais pas pourquoi tout ça s'est arrêté, je ne sais pas, bon, voilà. Non, pardon, excusez-moi. Non, vous voyez, je vous prie de m'excuser. C'est un plan qui dure un peu. Donc, un projet collégial. Je vais vous donner la parole sur cette fameuse dune de Wulf, mais qui va être très curieux avec la décision de mettre en valeur plusieurs types de perceptions, c'est-à-dire la vôtre, mais aussi celle vue du sol par un chien, celle d'un drone, celle de la post-production, en créant un univers absolument inattendu où vous et vos amis, en quelque sorte, vont déambuler sur cette dune dans des circonstances qui frisent ce qu'on aurait pu appeler il y a encore quelques décennies le surréalisme de situation. De cette façon, de quoi s'agit-il exactement ? Qu'est-ce que c'est que cette opération ? Je vais essayer de revenir un tout petit peu en arrière, l'été 2021, en fait, quand il s'agissait de proposer une note d'intention. Et avec du recul, je pense que cette note d'intention était influencée par un livre que j'avais lu pendant mes études, un roman inachevé, Le Monde analogue de René Daumal. Oui. Et je crois que j'ai rêvé de revivre ce livre. Donc pour cela, j'ai réuni, Monde Nouveau m'a permis de réunir deux choses. Une réunion de personnes qui ne se connaissaient pas les unes et les autres, qui venaient de divers horizons. Je vais les citer parce que c'est important, c'est pas mon projet, mais c'est notre projet. Donc nous étions quatre artistes me comptant, Ilani Tilouz, Sol Guilly, Théophile Peris, un géographe de formation, Anatole Abitbol, quelqu'un qui est plus proche du son, Charles-Édouard de Surville, un danseur paysagiste aujourd'hui, Vincent Lahache, une scénographe, Pauline Felouza. Donc au départ, dans cette proposition, nous étions ces 8 personnalités, dimensions variables, d'horizons divers, je les connaissais toutes et tous, mais ils et elles ne se connaissaient pas. Et le deuxième élément important, c'était de partir à l'aventure d'un lieu que eux, elles et moi, nous ne connaissions pas non plus. Donc le fameux mont analogue, peut-être, dont on ne connaît pas non plus très bien la situation aujourd'hui encore. Un roman ésotérique, on pourrait dire, d'une certaine façon, surréaliste et ésotérique, voilà, de René Daumal, qui date autour de les années 30, je crois, si mes souvenirs sont bons. Je n'ai pas révisé, je suis désolé. Je n'ai pas révisé non plus. Voilà, mais... C'est un livre qui a beaucoup compté dans l'univers surréaliste, post-surréaliste. Je pense à des auteurs comme Julien Gracq, par exemple, l'auteur du Château d'Argol, qui ont été inspirés par cette espèce de côté presque à la fois mystique, ésotérique, occultiste, très, très curieux, le mystère. Alors, vous dites, nous inventerons, vous et vos camarades, je vous cite, un étrange théâtre de structures mentales et d'événements enrichi de nouveaux personnages, inanimés ou pas. Notre scénario s'élaborera afin de partager une histoire en commun. Nous chercherons ensemble à produire des zones où les sensations seront ambiguës et énigmatiques pour les visiteurs de ces mondes nouveaux. Donc il y a un rapport ici, on pourrait dire, à l'étrangeté qui vous est chère et à maintenir cette espèce d'étrangeté, non forcément inquiétante, comme aurait dit Freud, l'inquiétante étrangeté, mais peut-être dans cet univers très réel, au fond, qui est celui d'un littoral de la mer du Nord, très partagé, avec ces bateaux, ce rail, ces deux rails, le rail Nord, le rail Sud, ces grands bateaux qui traversent le Channel ou la mer du Nord, qui est en réalité aussi un univers en dehors du réel, en deçà ou au-delà, tel que vous l'appréhendez. Mais en fait, on a donc appréhendé cet espace, c'est 300 hectares, si je ne me trompe pas, et on a été confronté à des rencontres, la rencontre de la dune, qui comportait différentes rencontres, c'est-à-dire le climat. Une des premières visites, on a été assaillis par une tempête de sable, on ne pouvait même pas ouvrir les yeux.
Une des deuxièmes visites était dans une chaleur extrême et on avait rendez-vous avec le conservateur du littoral. On est arrivé complètement transpirant. Et à force de naviguer, en fait, on a beaucoup parcouru cette dune. On a beaucoup marché pendant des heures et des heures. Et chacune, on a commencé à entreprendre des formes. Ce sont les formes que vous pouvez voir apparaître. Ces formes qui ont été des apparitions au sein de la dune et pour lesquelles on a décidé de retenir un certain nombre d'images à travers effectivement 3 types de regards, c'est-à-dire un regard, c'est là où trois entités nous ont rejoints, un regard humain d'un jeune cinéaste, compositeur de musique de film aussi, Céleste Toin, le regard d'un chien. Ça fait partie des images qui apparaissent dans le film, qui durent 20 minutes. Là, on a 4 minutes du film. Et un regard plus mécanique, celui d'un drone. Et j'avoue que le film existe dans ces 20 minutes et que je ne sais pas encore ce dont il s'agit, en fait. Je ne sais pas si ça répond à une des questions. Alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup troublé, ce sont ces humains qui deviennent au fond des humanoïdes. J'espère qu'on va pouvoir les revoir, notamment que vous casquez, voilà. Vous voyez, ceci, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Vous dites, j'envisage, décidément, vous voyez, il nous échappe, hein, voilà. J'envisage, dites-vous, donc, attendez, je vais l'arrêter, je vous cite, de faire produire une série de 8 casques intégraux en forme de minéraux recouverts d'une texture de sable dans une idée de camouflage. Est-ce que vous pouvez expliquer d'où vient cette fantasmagorie, d'une certaine manière? C'est de l'ordre de l'apparition. Bon, c'est pas comme chez Gustave Moreau, voilà, une formidable femme d'une beauté sublime qui apparaît dans un paysage inattendu. Là, c'est quelque chose de très curieux. Mais ces minéraux, ces cristaux, ces casques cristaux, c'est l'agrandissement en fait de toute la dune, enfin de grain par grain de ce qui compose la dune. Alors, j'ai remarqué en regardant votre film attentivement, jamais on ne voit les visages des personnes. Oui. Pourquoi? La dune vous désidentifie. En fait, vous êtes à côté de Frank Smith. C'est vraiment l'identification maximale. Et vous, au contraire, qu'est-ce que vous faites? Vous désidentifiez. Nous, on est en train. En fait, tout ce qui se passe tout au long du film et tout au long de cette expérience que l'on a eue, c'est qu'on s'est peu à peu fondu dans cette dune. D'ailleurs, la fin du film le montre très bien. Et ce qui reste, c'est le paysage après nous. Donc moi j'ai pris cette décision de nous faire disparaître peu à peu, humains. Très bien. Bon, alors est-ce que c'est une métaphore de ce qui nous attend tous? Enfin, moi peut-être, vous, je ne sais pas. Bon, très bien. Écoutez, merci beaucoup. J'applaudis. Alors j'en profite...